Et donc, dans un tel circonstance, dans un tel contexte, tous les narratifs, forcément, soulèvent des passions. Qui a fait quoi dans ce coup d'État du 4 juin? Jusqu'à aujourd'hui, la question n'a jamais été clarifiée. Deuxième étape, 2000-2020, ce que j'appelle les 2 décennies infernales pour la Côte d'Ivoire. Et pendant ces 2 décennies, nous avons connu tout. Le régime militaire, avec ses abus, le complot du cheval blanc, l'élection présidentielle de 2000, le charnier de Yopougon, le coup d'État manqué du 7 au 8 janvier 2001, le coup d'État manqué du 9 septembre, la rébellion de 2002 à 2010, les accords de Ouagadougou, l'élection présidentielle d'octobre 2010, la guerre de la crise post-électorale de mars-avril 2011, le massacre des populations de l'Ouest, la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI et le procès de son acquittement. Voici les faits qui ont meublé ces 20 dernières années. Nous allons les dire rapidement. Le régime militaire, c'est ses abus. Nous tous, nous avons été témoins qu'il y avait effectivement, à un moment donné, des abus qui avaient été soulevés par le régime militaire. Le budget, en son temps, le général Pierre Robert. Ces abus se sont aggravés quand il a décidé d'être candidat à l'élection de 2000. Et quand il a pris cette décision, évidemment, les gens ont commencé à avoir des manœuvres. Qu'il a tenté d'éliminer un certain nombre de candidats. Et donc, les militaires qui n'étaient pas contents qu'il ait voulu conserver le pouvoir, ou du moins en essayant d'éliminer certains de candidats, dont leurs favoris. Et c'est là où la focalisation sur la constitution de 2006, le fameux EEU, et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette requête, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que citer notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des coupures de presse ou des communiqués. Et ce n'étaient pas des presses qui sont, à tout moment, ce n'est pas des presses amis à nous. Le Monde, le Libé, Echo et autres. C'est eux que nous avons cités. Pour rester, pour garder le caractère neutre et de notre position. Afin que les gens ne nous prêtent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore de voir s'il ne faut pas le sauter. La résidence du chef de l'État est attaquée par les militaires. Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts. 2 militaires, loyaux, aguerris, et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Gueye est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. C'est-à-dire, les Ivoiriens, ils ont oublié les hommes qu'on a tués. Le cheval égorgé qui a resté le nom sur le complot du cheval blanc. Et les instigateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux comme tels. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000, écrit à 7h19, il est écrit: le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les réserves qui suivent. Tous sont originaires du Nord musulman. C'est le journal qui écrit. Comme l'ancien Premier ministre Ouattara, alors bête noire du régime.
Aujourd'hui, Issa Sako et ses compagnons de fortune ont décidé de porter plainte pour torture et sont bien décidés à mettre en cause le général Gueye. Cette plainte n'a jamais prospéré, donc du coup, on ne sait pas finalement la vérité de cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a laissés sont tous des personnes qui sont du mouvement et du droit. C'est que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Et c'est dans cette transition-là qu'on organise les élections de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a deux candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte du FPI et le chef d'adjoint de général Gueye. Les Jules Dom vainqueur, le président Laurent Gbagbo. Et le chef d'adjoint, appuyé par les militaires, décide de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre, on arrête le président de la Commission nationale électorale, le père c'était blanc. Je l'appelais tellement qu'il m'a échoué. C'est lui qui me présentait le parti à la CNE. Et puis finalement, on fait, il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants du parti, notre parti, et les militaires. Au moment où l'affaire est en être finie, il y a eu une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Il y a une bagarre. Selon le site Wikipédia, c'est pas non, ce jour-là, il y a eu 300 morts en Côte d'Ivoire. Dans le journal des Échos de France, français, du 30 octobre 2000, écrit à 1h01, l'on peut lire ceci. Écoutez bien. Mais le RDR qui dresse un bilan de 155 morts, principalement parmi ses militants et sympathisants, réclame la création d'une commission d'enquête internationale, une façon de remettre dans le jeu l'organisation de l'unité africaine qui n'a pas reconnu l'élection de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, eux ont 150 personnes qui sont tirées dedans. C'est pour ça que Laurent Gbagbo qualifie les élections du calamité. Alors qu'il a fait appel de finir de prêter serment, et qu'il a même avant reçu les deux leaders de l'opposition significative en son temps, le PDCI présenté par Laurent Jean Folgo et le RDR représenté par la chef d'État, Jean Ouattara, et que nous disons, bon, écoute, je pense ici de son partenaire pour discuter de leur entrée au gouvernement, qui était un engagement que tous avaient pris à Yamoussoukro devant les présidents Eyadema et Kérékou. Le président ne fait que mettre en application la parole qu'il avait donnée. Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser le lendemain, on nous parle du Chadier qu'on aurait découvert à la lisière de l'Ukraine. Un Chadier qui comprenait 7 morts. Voici ce qui est écrit le journal Écho qui est précité. Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée à Tirabier, dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, sans même qu'on les identifie, la tête a reconnu que lui, il reconnaît à partir du corps l'origine et la religion du corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités pour comparer devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a sauvé leur implication de l'affaire. Lucas Oudjou.
le ministère de Châtelet reste entier. On ne sait pas qui a fait ce Châtelet. Tout cela, ce sont des faits qui sont combattus sur le. La tentative du coup d'État du 7-8 janvier 2001, alors qu'il est en Italie, non, c'est pas facile. Les 7-8, la Mercedes noire, on peut de Mercedes noire. Ce jour-là, cette nuit, je crois que je venais à maman. Je crois qu'il était à maman. Il était à maman. On est réveillé avec des petits. Des gens même à la Béninoise, quoi. Ils sont même passés à la radio pour dire qu'ils ont pris tout à la télévision, tout. Et puis, finalement, ils sont repoussés. Et voici ce qu'écrit le journal Le Monde, qui rend témoin de ça. Le journal Le Monde, du 11 octobre 2002, sur son site, écrit à 010 et modifié le 27 octobre 2021 à 15h33, écrit par Stephen Smith, avec Damien Glaise et Vincent Rigouleux, parce que c'est très important que ces précisions-là. Voici ce qu'ils écrivent. Les 7 et 8 janvier 2001, Ibrahim est impliqué dans le coup de la Mercedes noire. La limousine escortée d'un convoi de 4x4 qui, venant du nord, fait route vers Boaké, en même temps que des éléments armés à Abidjan, à 450 km au sud, attaque la résidence du président Laurent Gbagbo. Donc, le journal affirme que, là encore, c'est IB qui était derrière cette opération. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire, elle est restée sans explication, sans éclaircissement. Et c'est ça qui va nous envoyer au 19 septembre. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sur cette question, le président Laurent Gbagbo, dans son document, une question bien précise. Des questions bien précises. Qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. S'il est vrai que 2 personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté IB et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion, des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? Le Blaise Compaoré. Il y a eu des conséquences de cette rébellion. Les casses des agents de la BCAO, de Boaké, de Mans et de Korogo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus. Et cette rébellion, le coup d'État à la tête se mue en rébellion. Et le président Laurent Gbagbo, là on arrive au niveau des accords de Ouagadougou, fatigué de courir de sommet en sommet, prend 2 décisions fondamentales que lui-même il rappelle dedans, dans le courrier qu'il a adressé. Appuyé par le président Thabo Mbeki, il décide 2 choses. Et je le cite. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle et engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion Soro Guillaume pour mettre fin à la guerre. Lettre à la nation du président Laurent Gbagbo du 8 décembre 2025, page 2. L'accord de Ouaga est signé le 4 mars. Et il permet une certaine accalmie où le président peut même faire une tournée dans le nord. Malheureusement, malgré tous ces sacrifices qu'il fait, la seule obligation qui pesait sur les rebelles, c'était leur désarmement. Au lieu de l'aider à obtenir ce désarmement, comme lui-même l'a dit, c'est plutôt la pression qui est mise sur le président Laurent Gbagbo d'organiser des élections dans ces conditions-là. Aujourd'hui,
Les gens essaient même d'utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo, en sortant ça du contexte dans lequel ça s'est passé, comme si c'était de gaieté de cœur qu'il avait essayé de faire, alors qu'on a eu la pression sur lui, une pression énorme, à la fois en interne par les partis politiques aujourd'hui qui veulent tirer profit de ça, que de l'Union européenne, de la France et de l'ONU. Aujourd'hui, les gens, des êtres me disent on veut utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo. On oblige à faire une élection sans désarmement. Donc, on sait la suite. On fait organiser des élections. Et puis, un contentionnel dont le règlement est prévu par les mécanismes internes. Le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel qui tranche en faveur du président Laurent Gbagbo. Comme ça se fait dans tous les pays. Quand on n'est pas content, on va devant un juge. Et le président du Conseil constitutionnel siège, donne raison au président Laurent Gbagbo. On pensait que l'affaire close, et je cite encore le président Laurent Gbagbo, alors que le débat semblait clos, quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français et le représentant de l'ONU, mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. Laurent Gbagbo, lettre à la nation le 8 décembre 2025, page 3. Malgré son appel au recomptage des voix, pour régler ce contentieux, c'est plutôt la guerre qu'on lui offre. La guerre post-électorale du 2011 et ses nombreuses séquelles. Selon le rapport Bani, il y a eu 3248 morts. Le rapport Bani allait plus loin, mais je parle de la période concernée. 3248 morts. Je dis le rapport. Et ce chiffre se compose, selon la commission de Bani, de 1069 morts attribués au camp Gbagbo, 727 morts attribués au camp Ouattara et 1069 morts non attribués. C'est-à-dire on ne sait pas qui les a tués. Bon, je crois que si vous réfléchissez bien, vous n'êtes pas. Il ne fallait pas trop contrebalancer les chiffres. Bon, lui, on dit on ne sait pas qui les a tués. Pour la même période, l'ONUCI pourtant avait dit n'avoir enregistré que 462 morts. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête judiciaire n'a été menée pour établir ne serait que de façon irréfutable la liste des personnes qui ont été tuées et établir, situer les responsabilités. Jamais. Il n'y a pas d'enquête. Et c'est dans ça qu'il y a le massacre des Oué. Dans un communiqué rendu public le 9 avril 2011, l'ONG Human Rights Watch, l'on peut dire, les forces loyales au président élu Ouattara ont tué des centaines de civils et violé plus de 20 femmes et filles perçues comme appartenant au camp de son rival, Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas le père qui le dit, c'est pas le secrétaire général de notre parti qui le dit. Je suis en train de lire un rapport de Human Rights Watch. Et incendié au moins 10 villages dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Site de Human Rights Watch du 9 avril 2011, publié à 8h57. Et que nous avons consulté le 10 décembre 2025 à 14h16. Quand vous faites un document, c'est des choses, il faut les préciser pour ne pas qu'on vous prête des choses, qu'on vous prête des choses. Un article du journal Le Monde intitulé Adiokwe, le choc d'un massacre de grande ampleur en Côte d'Ivoire, publié le 7 avril 2011 à 19h11 et modifié le 8 avril 2011 à 11h47, rend public un extrait d'un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui écrit que au moins 800 personnes auraient été tuées le 29 mars lors de la violence intercommunautaire dans le quartier Carrefour de la ville de Diokwe. C'est le CICR qui l'écrit, ce n'est pas nous qui le disons.
dans l'ouest du pays. C'était le 2 avril 2011. Le 2 avril 2011, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, a publié un communiqué dans lequel elle écrit: la FIDH confirme l'existence de massacres dans la ville de Djokwe, dans l'ouest du pays, où depuis le second tour de l'élection présidentielle, plus de 800 personnes ont été exécutées. Des témoignages confirment des exécutions ciblées d'individus, notamment Guéré, le 29 mars 2011 dans le quartier Carrefour. Les choses sont claires. Je rappelle que ce n'est pas un communiqué du PPACI. Ce massacre suffisamment documenté, à ce massacre documenté, il faut ajouter celui de Naïbli. Ah bon, non, là, c'est compliqué. Là. Naïbli. C'est Naïbli ou Naïbli? Voilà. Non, je ne me suis pas trompé. Qui a eu lieu le 20 juillet 2012. Sur ce dernier massacre, Amnesty International écrit sur son site le 29 juillet 2012 un article référencé AFR 31009-2013, ce qui suit. Le 20 juillet 2012, le camp de Naïbli, qui abritait quelques 2500 personnes déplacées, a été attaqué et détruit par les populations locales des Dozo, une milice soutenue par l'État et les éléments de l'armée ivoirienne. Des soldats et policiers de l'ONUCI affectés dans ce camp n'ont pas mis un terme ou n'ont pas été en mesure de mettre un terme à cette attaque. Un an plus tard, les enquêtes ouvertes par les autorités sur ces crimes commis lors de cette attaque ont connu peu de progrès. À ce jour, ça j'ai fini, félicitations. Donc on peut dire qu'à ce jour, l'on peut dire que seul le président Laurent Gbagbo et son camp ont été jugés. On arrive au jugement. Le 29 novembre, ça je l'ai déjà fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Après un passage dans des pénombres de Congo, dans une maison, il ne voyait même pas la lumière. Il est déporté un matin hivernal, et Dieu seul sait que c'est que l'hiver néerlandais, avec une petite chemise comme s'il allait à maman, et qui était pratiquement 33 degrés pour aller à moins 5 degrés, moins 3 degrés. Ce monsieur-là, c'est un survivant. Pour ne pas dire c'est un revenant. Et donc, lui, il arrive là-bas le 29. Et par la suite, il est rejoint par Blé Goudé. En 2014, les deux dossiers sont joints. Les deux dossiers étant joints. Et puis, finalement, au collège du soir, ils ont été acquittés. Mais malgré l'acquittement maintenu en quasi résidence surveillée, et il revient on acquitte définitivement le 31 mars. Jusqu'à aujourd'hui, malgré son acquittement, le président Laurent Gbagbo continue de subir les conséquences de la crise de 2000, comme s'il était le seul de 2010, puisque c'est sur cette base-là, sur la base d'un prétendu braquage de la BCAO, que la BCAO ne reconnaît même pas, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est exclu. On lui refuse même le droit de vote, le droit élémentaire de vote. Donc finalement, c'est lui seul et son camp qui sont plus. Voici le rappel des faits. C'est-à-dire, toute cette kyrielle de faits n'a jamais connu la lumière de la vérité. Dans une république, dans un État, dans une nation, cela est dangereux. Ça donne un sentiment d'injustice. Et c'est l'appel du président Laurent Gbagbo, et c'est le deuxième point, c'est pour finir avec ce sentiment d'injustice. Donc, après toutes ces tueries horribles que nous avons dit, seuls, on peut le dire aujourd'hui, les proches de Laurent Gbagbo et ses proches, c'est ceux qui ont été jugés. La dernière fois, on vous a situé, on vous a donné le nombre
des personnes qui sont encore détenues à la suite de la crise de 2011, qui sont proches de nous, 114 militaires comme civils. De l'autre côté, il n'y a que Ouremi, Amadé Ouremi. On dit celui qui a tué tous les ouais. Et le tribunal correctionnel, le tribunal criminel l'a condamné à perpétuité, je ne sais même pas s'il vit encore, à perpétuité, et l'a reconnu coupable des faits de crimes contre les populations, pillage, séquestration, meurtre, etc. commis dans la vie de Djokwe. Ils ont tout fait pour ne pas prononcer le mot génocide. Et je vous explique. Parce que le génocide, c'est un complot. Le génocide suppose un plan. Donc si même l'avocat, son avocat, Maître Serikba, avait demandé qu'on qualifie les faits de génocide, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les éléments constitutifs du génocide, mais ils n'ont pas prononcé le mot génocide. Parce qu'en prononçant le mot génocide, c'est comme si tu reconnaissais qu'il y avait, ça se prépare, donc c'est un complot, il y a une organisation qui est mise en place. Forcément, ça va ouvrir d'autres choses. Donc c'est le seul moment qui a été condamné. Et lui-même, il dit, et ce sont les propos que je prends, ce sont les propos tenus par, rapportés par à l'AFP, le 16 avril 2021, qui dit, Ouremi qui parle, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Moi, en 2011, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Il affirme avoir été sous la responsabilité des chefs militaires qui commandaient dans l'ouest de cette région. Ce sont ces propos qui ont été rapportés par l'AFP. Mais aucun de ces militaires n'est venu. Alors j'ai interrogé l'avocate hier. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a cité ces personnes-là pour qu'elles viennent à la barre, en tant que témoin. Alors il semble que le procureur en son temps, je ne sais pas de celui actuel, le procureur en son temps, a dit qu'il a tout fait, mais n'a pas pu faire venir ces personnes à la barre pour témoigner. Et c'est le procureur qui demande à elle de l'aider à les faire venir. Donc, avec toutes les forces, le procureur dit, moi je ne peux pas, mais comme tout toi qui as demandé, débrouille-toi, il faut nous aider à les faire venir. Donc ils n'ont jamais comparu. Ce sont les propos du jour. Selon Maître Serikba, propos recueillis et rendus publics par le journal Le Monde, elle pense que Amadé n'est responsable qu'en partie. C'est injuste de lui faire endosser la responsabilité tout seul de ce qui s'est passé à Djokwe. Ce procès ne nous a pas permis d'élucider ce qui s'est passé à Djokwe, de sorte que trop de zones d'ombre font encore réfléchir. Ce sont les propos de Maître Serikba rapportés par le journal Le Monde. Et elle n'est pas la seule à réfléchir. La FIDH, elle aussi, a fait un communiqué sur cette question. Et dans ce cas, elle émet aussi des réserves sur un certain nombre de points. Elle dit ceci, la FDIH. Toutes les autres procédures judiciaires dans lesquelles nos organisations représentaient plus de 200 victimes et des dizaines d'auteurs présumés de crimes de droit international, parmi lesquels des hauts responsables militaires avaient été formellement mis en cause et inculpés. Ces dossiers ont été clôturés, laissant les victimes sans recours. C'est FIDH qui écrit. On ne parle même pas des crimes de la rébellion. Ça, c'est Black Rose tout là-dessus. Donc, le président soulève des questions fondamentales quand il soulève cette question-là. Et la question qu'il soulève, ce n'est même pas lui qui la soulève. Et c'est là que je vais répondre à une certaine personne qui dit non, est-ce que le président Laurent Gbagbo a le droit de saisir la CPI? Est-ce que, parce que la CPI, effectivement, il y a des modalités pratiques. Ce sont les États membres ou quelques associations, les États membres, mais le procureur aussi a l'initiative des poursuites. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'a pas envoyé l'affaire au tribunal, à la CPI. Déjà,
la chambre préliminaire, lorsqu'elle autorisait le procureur à ouvrir une enquête sur la situation en Côte d'Ivoire, avait instruit le procureur de lui fournir également toutes les informations dont il disposerait concernant la rébellion. C'est dans la décision qui a été prise par la chambre préliminaire qui autorisait Ocampo à ouvrir le procès ici, une enquête. Donc déjà la CPI avait déjà mentionné ça. Jusqu'à ce jour, la CPI n'est jamais revenue sur cette affaire. Mais puis, même celle de 2018, pour laquelle il avait été également demandé à la Cour, c'est-à-dire, il faut que nous comprenions bien. C'est vrai que les gens nous ont colonisés, mais on n'est pas bêtes. Parce que lorsqu'il y a une procédure judiciaire, une enquête, on dit on a tué telle personne à la rivière Palmeraie. Ou bien il y a des meurtres, on dit à la rivière Palmeraie. À la Palmeraie. Et puis, l'officier de police judiciaire qui vient, on veut l'enquête, il dit non. Moi, ceux-là, je vais faire une enquête séparée. C'est telle famille, j'ai la soupçon, c'est elle qui a fait. Telle autre famille, vous là, attendez, hein, quand j'ai fini de faire l'enquête sur l'autre famille là, je vais venir faire pour vous la part. C'est quoi ça? Ce sont les faits qui déterminent les criminels. Les criminels ne sont pas présumés. Ce sont les faits. Or, il y avait une série de faits qui ont lieu au même moment. Comment vous pouvez identifier un certain nombre de faits, dire nous on va enquête sur eux et puis les autres là, on va venir après. Donc, le président Laurent Gbagbo, il n'a fait que rappeler les responsabilités, l'engagement pris par la CPI. Il n'a pas porté plainte. Je dis qu'il n'a pas porté. Il a fait que dire à la CPI ce que vous devez faire. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'OIDH, l'Observateur ivoirien des droits de l'homme, a saisi le 3 octobre 2024 le bureau de la CPI. Pour le relancer sur la situation de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'écrit le bureau de la CPI du procureur le 20 novembre 2024, la réponse comme réponse. Je tiens à vous assurer que nos enquêtes sur les crimes relevant la compétence de la Cour qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 se poursuivent. La récente annonce du greffe de fermer le bureau des terrains à l'horizon 2025 n'impacte pas la poursuite de nos opérations dans la situation en Côte d'Ivoire. Notre bureau est sensible aux attentes de justice et de vérité des victimes de la crise post-électorale et du peuple ivoirien et à l'intérêt du public des progrès dans nos investigations. C'est ça là, c'est le bureau du procureur qui répond à l'OIDH qui l'a saisi. Donc, le président Gbagbo n'a fait demander qu'à son avocat de dire à la CPI que l'engagement que vous avez pris là, il faut aller vite, il faut le réaliser. Pourquoi? Parce que moi, président Laurent Gbagbo, lorsque j'allais m'enrôler en 2022, devant le monde entier, j'ai dit ceci, qu'il y a 3 personnes, mes 2 aînés, le président Bédié et le président Ouattara et moi, nous avons le devoir historique de laisser à la Côte d'Ivoire aux générations futures un pays pacifié.
quand le président le dit, il ne le dit pas seulement parce que ces 3 personnes ont occupé les hautes fonctions, c'est vrai, les plus hautes fonctions de l'État, mais c'est parce qu'elles sont tous des acteurs importants de cette période-là. Le président Ouattara dit à son 4e serment qu'il va faire, ce sera le mandat de la transmission, de transition générationnelle. Bon, moi, je n'étais pas là pour 2021 parce que j'ai écouté là ce que j'ai dit maintenant. Le président Gbagbo ne fait que le rappeler. Pour dire on ne peut pas laisser à des générations un pays où il y a une partie de la population qui a le sentiment d'être exclue, de ne pas faire partie de la nation et que on peut faire de tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de poursuites judiciaires. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que nous voulons. Affrontons, ayons le courage d'affronter les fantômes de notre passé. Ne laissons pas les fantômes de notre passé nous effrayer. Il faut les vaincre. Pour les vaincre, il faut que nous acceptions de poser les actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Ce faisant, le président n'est pas dans une logique de vengeance. En droit, dans une société, la justice n'est jamais un instrument de vengeance. Quiconque a recours à la justice pour clarifier une situation n'est pas dans une logique de vengeance. Le président ne vise personne en particulier. Son intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Son message est un message patriotique. De grâce. Que nos considérations partisanes ne viennent pas enlever le caractère hautement patriotique de cet appel. Que personne n'ait peur. Lui, il est allé à la CPI. Il a été disculpé, innocenté, il est révélé. Mais l'histoire de notre pays ne peut pas continuer comme ça, avec des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à éclaircir. En appelant les Ivoiriens, il veut donner un sens à son engagement de donner à la Côte d'Ivoire, à la génération future, un pays vraiment réconcilié. Ce serait une erreur collective, une irresponsabilité collective de céder à nos enfants les conséquences de notre propre turpitude. Donc l'appel du président Laurent Gbagbo, c'est un appel à la responsabilité collective, parce qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut restaurer la Côte d'Ivoire. Et dans tout ça, l'élément clé de la requête du président Laurent Gbagbo, c'est la question des massacres de l'Ouest. Une telle situation, c'est une plaie purulente qui ne peut pas rester sur le front de la République et de la nation. Tôt ou tard, si ça n'est pas évacué, ça ressurgira. Et généralement, je vais finir par là, l'histoire montre très souvent qu'il y a des crises qui naissent à des périodes lointaines, sans que l'on ne sache l'épicentre de ces crises-là, l'épicentre historique de ces crises. Et ces crises-là, généralement, elles ont lieu au moment où même les acteurs ne sont plus présents. Et le monde se tourne, mais pourquoi les gens en sont arrivés là? Je vous en prie, lisez le rapport du procès de Issegui sur le Rwanda. Vous comprendrez pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses, parce que les rancœurs se transmettent de génération en génération. Et lorsque la chaîne des rancœurs ne s'arrête pas, vous êtes en train de préparer une
mine explosive pour les générations à venir. Que Dieu nous sauve. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire pour une fois encore. Le président Laurent Gbagbo nous montre le chemin. Il ne vise personne. Il a emmené une Côte d'Ivoire totalement réconciliée. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci au ministre Justin Katina Koné et surtout merci pour cette académique, parce que ça, c'est une vraie conférence. Tactiquement, techniquement, c'était assez clair. Amis de la presse, comme je vous connais, comme on se connaît, chers collègues, vous aimez les questions et vous bouillonnez en souvent. Il laisse le temps aux conférenciers de vous accueillir un peu et puis préparer vos questions. La méthode est simple, comme d'habitude. Vous vous présentez de votre organe, vous posez des questions précises et le conférencier, le ministre Katina Koné, président du CSP, se fera fort d'éclairer davantage les éléments sur lesquels vous posez des questions. Alors, je suis là. Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis Gorson Zamo du journal La Nouvelle Alliance. Depuis la publication du courrier du président Laurent Gbagbo, ils sont nombreux. Ceux de l'autre côté, c'est qu'il s'agit d'autres personnes qui trouvent que la publication de ce courrier-là est importante en cette période où Alassane Ouattara a été investi. Que leur répondez-vous? Ok. Merci. Je suis Ferdinand Dali du quotidien Le Temps. Je voudrais savoir, que répondez-vous à ceux qui affirment que revenir sur les crises passées pourrait diviser davantage le pays? Deuxièmement, le PPC envisage-t-il des initiatives internationales pour soutenir cette démarche? Bonsoir monsieur, je suis Samuel Tadio, journaliste à l'Infographe. J'ai une question. Comment vous l'appelez? Samuel Tadio, journaliste à l'Infographe. Ok. Alors, le PPCI réclame aujourd'hui la politique sur la rébellion. Alors que Guillaume Soro, chef politique de cette rébellion, est désormais membre du Front commun. Comment conciliez-vous la demande de vérité totale sur la rébellion avec une alliance politique avec celui qui en fut le principal leader? Est-ce à dire que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde? Je suis dans l'opédique du canal de Chili. J'ai une question. Quelqu'un m'a répondu à la suite de la lettre du président Gbagbo que le président Gbagbo avait amnistié les ex-rebelles. Et puis aujourd'hui, il demande encore qu'un procès soit ouvert, que la CPI ouvre le dossier sur la rébellion.
est-ce que c'est cohérent? Deuxième question, qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur toutes les crises que vous venez de citer? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur le coup d'État de 1999? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur la rébellion et puis les autres crises qui y sont liées? Merci. Sylvain Legault, Pan-African Media, TV. Monsieur le ministre, quelles sont les garanties que le PPAC, votre parti, propose pour que cette quête de vérité ne se transforme pas en un règlement de compte politique? Bonsoir, monsieur le ministre. Ah, voilà, il y a une femme qui va parler. Oui, voilà, merci beaucoup. Je suis Déborah Goré de l'agence de presse Alerte Info. Okay. La première question va aller un peu dans le sens de l'intervention, la question du premier intervenant. Pourquoi une publication, on va dire, pourquoi une lettre maintenant? Et surtout le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles pourraient être les conséquences si cet appel du président Laurent Gbagbo reste sans réponse? Si elle reste sans réponse, quoi? Ok, on y va pour la réponse du ministre. Ok. Alors, la nouvelle alliance, vous rejoignez, en même temps je réponds à la dernière intervenante sur l'opportunité. Écoutez, sur ces questions, nous sommes maîtres de notre calendrier. Le président est maître de son calendrier. Au moins, reconnaissons-lui ce droit-là d'abord. Maintenant, supposez que vous-même vous pensez qu'il y a une allusion qui soit liée, donc que cette opportunité soit liée à l'investiture du président Ouattara, alors je lui réponds que dans ces conditions-là, le président a été très bien inspiré. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a dit qu'il va donner le pouvoir à des générations à venir. On ne fait que lui rappeler que, comme je vous ai dit, ce que le président leur a toujours dit, chers frères, il ne nous reste plus que 2, toi et moi. Il ne nous reste plus que 2, toi et moi. J'ai compris ton message, tu vas transmettre, la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Au moment où tu prêtes serment, je voudrais te demander d'inclure dans ton calendrier en priorité la résolution définitive de toutes ces crises-là pour que la Côte d'Ivoire que nous envisageons de donner aux générations futures soit expurgée de tout ressentiment. À supposer que vous pensez qu'il y a un lien, alors le président il n'a pas eu tort, il a vu juste en demandant au président Ouattara d'en tenir compte. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et monsieur bien que voir, c'est tout ça. Alors, que revenir, ça c'est Ferdinand qui dit, revenir sur les crises, envenimer la situation, ainsi de suite, les crises passées. C'est justement l'erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fantômes, nos fantômes. Le problème, ce n'est pas du tout revenir sur la crise. Je rappelle que dans un État, dans une république, en tout cas, ceux qui ont réfléchi l'État depuis les Grecs jusqu'aux Romains, et que nous continuons aujourd'hui, le pouvoir qui est censé unir, c'est le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les magistrats ont une responsabilité énorme. Parce que nous, la politique, elle est fondamentalement conflictuelle. Il n'y a pas
Il n'y a pas de... Et c'est même pas mauvais. La dynamique, l'idéal de la politique, c'est le conflit permanent. Mais le conflit doit rester dans le cadre fixé par le pouvoir législatif qui fait les lois pour dire faites vos batailles, mais voici la loi qu'on doit respecter. Et on a confié à un pouvoir pour dire veille à ce que nous avons dit là. Quand nous nous frappons, que ce qu'on a décidé de respecter, la soit respectée, et c'est le pouvoir judiciaire. De sorte que, lorsque ce pouvoir-là se fragilise, lorsqu'il faillit, c'est toute l'ossature, toute la structure de l'État, de la République qui s'effondre. Donc, demander à la justice de faire la lumière sur une situation, au contraire, c'est de réconcilier. Parce que là où la politique sépare, la justice est appelée à unir. Voilà le problème. C'est quand le président Laurent Gbagbo n'est pas allé voir les chefs d'État pour venir me clarifier cette situation-là. Il n'est pas allé voir les chefs baoulés, il n'est pas allé chez les Maou, c'est beau. Il est dit, allons-y voir les magistrats, les juges, que ce soit en interne ou à l'international, on a un sentiment d'injustice et ce n'est pas bon pour une république. Le dire, ce n'est pas entraîner la séparation. C'est pourquoi je vous ai dit, nos fantômes, même les plus violents, il faut que nous les affrontions et il faut qu'on les vainque. Est-ce qu'il y a des initiatives de soutien internationaux à cette initiative? Je crois que le soutien le plus important, c'est la CPI. Mais c'est la CPI, je vous ai dit, le président Gbagbo, là, il n'a pas créé, ce n'est pas une affaire nouvelle qui porte devant la CPI. Il dit à la CPI, vous nous m'avez dit dans cette affaire, et je rappelle qu'ici, à la CPI, il y a un dossier qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. Il leur demande tout simplement ce que vous avez promis de faire en Côte d'Ivoire. Là. Il faut qu'on le fasse. Et c'est tellement important que ces choses soient évacuées. Parce que non seulement ça réconcilie les Ivoiriens entre eux, mais certaines puissances aujourd'hui, et je le dis très souvent à des amis français, je dis, voyez-vous, même si la France aujourd'hui officielle refuse, elle fait d'ignorer l'impact de son rôle dans la crise ivoirienne, dans la perception que l'Afrique a d'elle, mais cette réalité-là, elle est là, elle existe. Parce que dans les décisions du juge, la majorité à la CPI ont été claires. Très souvent, ils ont fait allusion à ça. Comment l'opinion en Côte d'Ivoire perçoit le rôle de la France et de l'ONU en Côte d'Ivoire. Or, on a besoin d'évacuer tout ça pour que nos rapports se normalisent. Donc, les premières initiatives, c'est un appel collectif. Et la CPI, c'est l'organisation internationale par excellence. Bon, c'est le tribunal international. Lorsqu'on servit la CPI, mais c'est pour que toute la communauté soit attirée, l'attention de la communauté soit attirée sur cette situation-là. La famille, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Vous savez, le mal dans tout ceci, c'est que quoi? Il y a toujours deux types d'Ivoiriens aujourd'hui. Hein. Ça a toujours été comme ça dans plusieurs pays. C'est bon, il y a un camp A, il y a le camp B, un camp pour et un camp contre. On ne peut pas traîner le nom du président Laurent Gbagbo dans la boue pendant des années. Et tant qu'il est toujours en vie, il doit chercher à corriger son image avant son départ de ce monde. Donc, sans chercher à compliquer les choses, il veut simplement qu'on réouvre quoi? L'affaire de la CPI. Ok? On va encore aller à la CPI. Maintenant, vérifier les choses. Il a été acquitté. Maintenant, quel a été l'apport de Ouattara dans la guerre?
Quelle a été la porte des autres dans la guerre? Ceux qui ont même mené la rébellion sont libérés aujourd'hui. Ils sont libres totalement. Ils sont libres totalement. Mais le président innocent qui s'est dit non, moi, je vais tout faire pour mon peuple. Je vais quand même aller à l'élection. On va tout s'arranger et tout et tout et tout. Aujourd'hui, ce monsieur est traîné dans la boue. Ce monsieur est traîné dans la boue. Donc, il est toujours en vie. Il ne va pas attendre sa mort avant de chercher à corriger son image. Donc, ceux qui pensent que non, on doit clôturer l'affaire de la CPI, vous trompez. Hein. Vous vous trompez. C'est le moment même c'est le moment même de comment l'appelle-t-on? Encore corriger l'image du président Laurent Gbagbo et mettre les points sur les I et les points sur les J. C'est-à-dire quoi? C'est maintenant même qu'on doit tout corriger. Puisque quand il quittera ce monde-là, c'est fini. C'est fini. On doit aller à la CPI et on doit situer les responsabilités. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? C'est la question la plus importante pour le moment. Donc, qui a fait quoi? Donc, c'est ce qui est important. On espère on va obtenir, comment l'appelle-t-on, une réponse favorable et cette affaire sera ouverte devant la Cour pénale internationale et on va convoquer les gens, sûrement le président Alassane Ouattara. Au cas où on est cité, hein, mais c'est compliqué, on ne peut pas convoquer un président comme ça. On ne peut pas convoquer un président comme ça. Mais Guillaume Soro, il est là. Tous ceux qui étaient le chef, ceux qui étaient à la tête de la rébellion, vont devoir répondre, les gars. Merci, 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 merci. Priez également pour le président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse rester longtemps et régler tout ceci, avant son départ de ce monde, les gars. Merci surtout et n'hésitez pas de vous abonner, surtout partager la vidéo, partager au maximum cette vidéo pour que ça puisse toucher beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Les gars, on se capte à la prochaine. Bye bye.